suite avec une nouvelle société, c'est Transmit Sécurité et Pôle emploi. Et leur thématique, c'est comment un service public facilite l'accès à ses services en ligne tout en luttant contre la fraude. Vont présenter cette thématique Laurent Simeoni et Erwan Dano. Merci. On m'entend? Oui, c'est bon. Merci pour la présentation. Donc effectivement, aujourd'hui, on va vous présenter le partenariat technologique entre Transmit Security et Pôle emploi dans l'objectif de lutter contre la fraude et en même temps de faciliter les accès. Avant de présenter Transmit Security, Pôle emploi et le sujet, je vais me présenter et ensuite laisser Laurent se présenter. Donc je suis Erwan Dano, ingénieur avant-vente à Transmit Security. Donc je m'occupe de toutes les questions techniques, sécurité, implémentation protocolaire liées à nos produits. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions par la suite, à venir nous voir sur le stand D44 ou à m'intercepter quand je quitte la scène. Laurent. Bonjour, Laurent Simeoni. Moi, je travaille à la direction générale de Pôle emploi, à la direction des services aux entreprises, donc une direction métier, non pas une direction informatique. Et j'ai en charge l'intégration de la sécurité dans nos services en ligne. Alors, avant de présenter du coup le cas d'usage de Pôle emploi, je vais passer quelques minutes pour présenter Transmit Security. Transmit Security est une société qui a été créée en 2014 par des fondateurs qui sont Miki Boudaï et Rakesh Lunkar. Vous ne connaissez probablement pas leur nom, mais peut-être que vous connaissez certains des produits dans lesquels ils ont investi ou qu'ils ont créés. Notamment, Miki Boudaï a été un des cofondateurs de Imperva, un Web Application Firewall. Donc, je vois des têtes qui se lèvent, je dis oh. Mais c'est connu, Imperva, oui, oui. Et Miki Boudaï et Rakesh Lunkar ont également créé Trusteer, une solution de détection contre la fraude. Et Rakesh Lunkar a été un des investisseurs de Palo Alto. Donc, ils ne sont pas à leur première société. Aujourd'hui, nous avons plus de 100 millions d'utilisateurs en production. Les clients déroulent avec grande peine dessous. Donc, on voit qu'on a beaucoup de banques, HSBC, Citibank, Labred, Banque Populaire qui vient de passer, donc KeyBank. Et donc, c'est pour ça aujourd'hui qu'on a plus de 100 millions d'utilisateurs en production et qui utilisent nos services au quotidien. Dernier fait marquant, il y a 2 ans, donc en 2021, nous avons levé 543 millions de dollars justement par rapport à l'innovation liée à nos produits pour notre toute première levée de fonds. Et c'est une levée de fonds qui avait été remarquée sur le FIC par Guillaume Poupard lors de sa présentation. Je laisse Laurent présenter Pôle emploi. Donc Pôle emploi, tout le monde connaît, un service public pour l'emploi en France, avec un premier rôle qui est le rôle d'assurance, avec 27 milliards qui sont versés chaque année au titre de l'assurance chômage, avec ensuite entre 5 et 7 millions de candidats, de demandeurs d'emploi inscrits qui ont des espaces également sur Internet, des entreprises qui sont nos clients avec 400 000 entreprises qui nous confient leur recrutement, donc à peu près 19 millions d'offres d'emploi qui chaque année sont publiées, et un réseau de 900 agences avec 54 000 collaborateurs, dont 30 000 conseillers qui interviennent pour les profils des demandeurs d'emploi et en accompagnement des entreprises. Donc, ces clients externes que sont les demandeurs d'emploi, les candidats et les entreprises peuvent bénéficier d'espaces qui leur sont dédiés. Donc, les candidats, qu'ils soient inscrits ou non d'ailleurs à Pôle emploi, donc à peu près 5 millions d'espaces, peuvent à la fois rechercher des offres d'emploi, peuvent être contactés par des entreprises et peuvent suivre leur dossier administratif. Ensuite, nous avons les entreprises qui ont des obligations administratives, des déclarations sociales à effectuer qui ont également des espaces. Et les recruteurs, nos 400 000 entreprises, à peu près 700 000 recruteurs dans ces entreprises qui disposent d'espaces personnels. Et à partir d'un espace recruteur, vous pouvez soit publier des offres d'emploi, vous pouvez aller chercher des CV dans notre CV Tech, environ 5 millions de CV, et vous pouvez contacter des candidats. Donc un site internet avec un peu plus de 60 millions de connexions chaque mois. Et quand on parle d'espace recruteur, c'est là où en tant que spécialiste de la fraude, vous commencez peut-être à vous dire tiens, il y a peut-être des possibilités pour les fraudeurs, en accédant à un espace recruteur, de contacter des candidats qui deviennent de fait de potentielles victimes avec un cycle
de tentative de fraude qui va alors se mettre en place. Donc, les fraudeurs, pour rentrer en possession d'un espace recruteur, comment vont-ils faire? Donc, ils vont opérer des campagnes de phishing relativement classiques auprès des recruteurs, donc soit sur les messageries de ces recruteurs, soit en utilisant également notre système d'intermédiation sur pôle emploi.fr. À partir d'un espace candidat, vous pouvez contacter des recruteurs et ce moyen peut également être détourné par les fraudeurs pour envoyer une URL de phishing et de fait obtenir à la fois le login, le mot de passe et le code double facteur qui existe aujourd'hui, qui est envoyé auprès des recruteurs de manière assez classique encore par mail et SMS. Donc notre objectif, c'est bien évidemment de lutter contre les fraudeurs, mais c'est avant tout de profiter de cette occasion d'augmenter le niveau de sécurité de nos services en ligne pour faciliter à nos véritables recruteurs. 99,9% de nos connexions sont heureusement du fait de véritables recruteurs. Comment nous allons améliorer l'expérience utilisateur? Des recruteurs qui souvent nous disent j'ai oublié mon login, mon mot de passe Pôle emploi, je reçois difficilement le code double facteur. Donc on profite avec les équipes ergonomes qui nous accompagnent de cette mise en œuvre de politiques de sécurité pour améliorer l'expérience utilisateur. Et alors effectivement, Transmit Security, c'est quelque chose qu'on voit chez beaucoup de nos clients. C'est souvent cette on va dire, inévitabilité de se dire que si on ajoute de la sécurité, on va aussi ajouter des frictions pour l'utilisateur. Donc on va ajouter un OTP SMS, on va demander à l'utilisateur de télécharger une application pour s'authentifier de façon sécurisée, parce que finalement, on ne peut pas faire confiance à une authentification avec un mot de passe. Le mot de passe est finalement pas sécurisé, donc on applique des patchs avec des OTP et avec des applications. Et c'est un peu ce qu'on représente aujourd'hui dans cette balance, et ce que s'expliquait Laurent, c'est qu'on essaie de trouver un petit peu ce compromis entre la friction qu'on va apporter à l'utilisateur et le niveau de sécurité qu'on veut apporter. Aujourd'hui, à Transmit Security, on estime qu'on met fin à ce compromis, parce qu'on estime aussi que c'est en ayant une solution d'authentification qui est réellement sécurisée qu'on peut également améliorer l'expérience utilisateur. Alors comment on procède? Donc aujourd'hui on a un partenariat technologique avec Pôle emploi, et donc ce partenariat permet de mettre en place une authentification sans mot de passe, sans identifiant, sans avoir besoin de télécharger une application, et de fait c'est une authentification qui est résistante au phishing, parce qu'il n'y a pas de mot de passe à voler, parce qu'il n'y a pas de code OTP à voler. Donc on met réellement la fin au compromis entre l'expérience d'authentification sécurisée et la friction utilisateur. Donc cette authentification sécurisée sans application avec le passwordless, comment elle fonctionne? Je montre une petite démonstration. Donc, sans identifiant, sans mot de passe, sans application. En général, à partir de là, les gens soit ne me croient pas, me prennent pour un charlatan et sont bien curieux de voir comment ça fonctionne. Donc, je vois des gens qui sourient parce que j'ai bien deviné ce que vous pensiez. Je vous montre un exemple. Alors, sur cette vidéo, vous allez voir apparaître une application de la BRED et Banque Populaire, parce qu'on travaille également avec la BRED. Dans mon exemple, je suis un utilisateur qui me connecte quotidiennement à la BRED, et pour cela, je vais ouvrir Safari, donc mon application web. Ça pourrait être Chrome, ça pourrait être Firefox. J'ouvre Safari, j'arrive sur le site de la BRED, je clique sur le bouton connexion sans mot de passe, j'active, j'approuve la connexion. Mon moyen de déverrouillage d'application de téléphone s'active, Face ID, et je suis connecté. C'est aussi simple que ça. Je remets la vidéo parce que ça passe vite. Globalement, j'ai juste à ouvrir une page web, dire que je veux me connecter, approuver la connexion, et c'est le moyen de déverrouillage de mon appareil mobile qui va s'activer. Donc mon appareil mobile était déjà déverrouillé, parce que j'étais sur une page web, mais il se réactive pour m'authentifier. Ça veut dire que si j'ai Face ID de configurer, c'est automatiquement Face ID qui va être utilisé. Si j'ai un code PIN, ce sera le code PIN. Si j'ai un pattern, ce sera le pattern. Si j'ai de l'empreinte, ce sera de l'empreinte. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'authentification qui est réalisée ici, c'est une authentification forte, au sens de la DSP2 pour ceux qui connaissent la réglementation bancaire.
c'est-à-dire qu'elle a deux facteurs. Le premier facteur, c'est le facteur de possession. C'est l'appareil qui a été utilisé pour s'authentifier. Ça peut être un PC, ça peut être une tablette, ça peut être un appareil mobile, comme j'ai montré dans ma vidéo. Le deuxième facteur, c'est le moyen de déverrouillage justement de cet appareil. Ça peut être un facteur de connaissance, le code PIN ou le mot de passe qui est lié au PC. Le deuxième, ou ça peut être aussi un facteur d'inhérence, si j'ai configuré par exemple Touch ID sur mon MacBook, ou Face ID ou l'empreinte sur mon Samsung. Et là, vous me dites, oui, mais si j'ai un PC, comment je fais pour me connecter sur mon PC? Ça marche que sur les mobiles? Non. Déjà, ça marche sur les PC qui sont compatibles avec ce genre de technologie. Si votre PC a Windows Hello, ça va fonctionner avec Windows Hello. Si votre PC a Touch ID, ça va fonctionner avec Touch ID. Et si votre PC n'a rien de tout ça, on a un moyen aussi de laisser en fait entrer les utilisateurs de manière sécurisée. Lorsque l'utilisateur va vouloir se connecter, donc sur le PC qu'on voit à gauche, un QR code va être affiché. L'utilisateur a juste à scanner le QR code pour ouvrir une page web sur son téléphone. Et c'est sur la page web de son téléphone que l'utilisateur va pouvoir s'authentifier, comme je l'ai présenté juste avant. Donc ce QR code ne contient pas de secret, c'est un lien en fait finalement pour s'authentifier pour ouvrir une page web. On pourrait très bien imaginer l'envoyer par SMS ou par mail. Et c'est aujourd'hui justement cette technologie qui est en train d'être étudiée et mise en place à Pôle emploi et qui fait l'objet de notre partenariat technologique. Donc après une veille sur le marché, donc nous nous sommes rapprochés de Transmit pour mettre en place cette expérimentation. Donc une expérimentation qui dans un premier temps a fait l'objet d'un POC avec notre DSI, POC qui après quelques semaines s'est révélé extrêmement positif, hein, avec une facilité pour nos équipes ESI de mettre en œuvre la technologie de Transmit malgré une architecture informatique qui est relativement complexe hein, chez Pôle emploi, origine de fusion entre ANPE, ACDIC, etc. etc. Ensuite, un travail également qui a été fait avec notre RSSI pour valider si cette technologie correspond aux besoins aujourd'hui à jour de la sécurité informatique et également un suivi réglementaire extrêmement important avec nos équipes juridiques, avec notre DPD, car bien évidemment en tant que service public, nous devons être parfaitement conformes concernant tout ce qui est RGPD. Donc une AIPD, une ISP qui ont été réalisées avec pour objectif une minimisation des données personnelles que nous pouvions et souhaitions transmettre à Transmit dans le cadre de cette expérimentation. Tout à fait. Je vais montrer d'ailleurs comment Transmit minimise les données personnelles qui sont collectées pour uniquement authentifier l'utilisateur de façon sécurisée. Avant ça, juste un petit mot du coup du RSSI de Pôle emploi. Donc, pour qui aujourd'hui le passwordless, c'est vraiment la meilleure façon de sécuriser l'authentification au quotidien et qui considère que ce n'est pas une technologie à ignorer. Au contraire, si on l'ignore, on pourrait amener à la facilitation de l'usurpation de l'identité dans les mois à venir. Comment Transmit Security aujourd'hui fonctionne pour minimiser les informations collectées? Donc, je reprends l'exemple de la BRED. Lorsqu'un utilisateur va s'authentifier, il s'authentifie réellement donc, auprès de Transmit. Et donc, de notre côté, ce que nous allons avoir, c'est une identité réellement anonyme. C'est-à-dire que nous n'avons pas le nom, prénom, l'adresse postale, le numéro de téléphone de l'utilisateur. Ces informations ne sont pas collectées par Transmit, elles ne sont jamais transmises à Transmit. Tout ce que nous réalisons, c'est une authentification finalement de l'utilisateur au travers de l'appareil et du moyen de déverrouillage. Ce qui nous donne de notre côté un alias. Cet alias qui a été d'ailleurs choisi ou non par la BRED ou par Pôle emploi. Lorsque cette authentification est réalisée, nous transmettons l'alias au service en question, la BRED dans mon exemple, et ce sera à la BRED d'aller chercher dans ses bases utilisateurs la correspondance avec l'utilisateur réel. Donc à aucun moment donné, Transmit ne possède l'information que l'alias ABCD correspond à Erwan Dano. Cependant, l'authentification réalisée est réellement une authentification forte et sécurisée. Donc le POC technique étant maintenant effectué, nous allons prochainement démarrer le POV auprès de nos utilisateurs. Donc nous avons choisi
D'adresser directement l'ensemble de nos 700 000 utilisateurs et également d'adresser les 20 000 nouveaux clients entreprises qui chaque mois se créent un nouveau compte pour leur proposer de bénéficier de cette technologie. POV qui va durer 2 mois avec bien évidemment un certain nombre d'indicateurs qui vont nous permettre ensuite de valider ou non l'intérêt de la technologie. Donc des indicateurs à la fois qualitatifs suite à une enquête auprès de ses clients et puis des indicateurs plus quantitatifs sur par exemple est-ce qu'on arrive à réduire les temps de connexion sur un espace Pôle emploi, est-ce qu'on arrive bien évidemment à réduire les fraudes, et est-ce qu'on favorise l'usage de nos services en ligne grâce à une connexion qui, on l'espère, va être améliorée. Voilà, donc un certain nombre d'indicateurs mis en œuvre pour valider ensuite cette technologie. Merci Laurent. Alors juste pour terminer, je veux juste souligner quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, Transmit Security a été conçu pour vraiment accompagner tout le parcours utilisateur, que ce soit au moment où l'utilisateur est anonyme sur une page web ou une application mobile, au moment où il crée son compte, donc il réalise un enrôlement, au moment où il va s'authentifier la prochaine fois qu'il revient, au moment où il va changer des informations personnelles, réaliser une approbation, une transaction ou demander des autorisations spécifiques. On a vraiment des modules pour chaque partie du parcours utilisateur, donc qui s'intègre sous forme d'API, de SDK ou en forme low-code. Aujourd'hui, ce qu'utilise Pôle emploi, c'est notre module d'authentification, mais on a également des modules de vérification d'identité, de vérification de données, donc d'email, nom, prénom, numéro de téléphone. On a un service SIAM complet, donc avec des référentiels d'identité, de la gestion d'autorisation, de l'orchestration pour justement créer des parcours. Et pour terminer, un module de détection de risque qui va vous permettre de détecter des bots, des fraudes, de l'usurpation de compte, du comportement anormal utilisateur basé sur un profil qui aura été établi au cours du temps, et finalement d'améliorer la confiance que vous avez dans vos utilisateurs pour éviter justement de trop les challenger. Et je pense que d'ailleurs c'est quelque chose qui intéresse également Pôle emploi aujourd'hui, ce type de service. Est-ce que on a combien de temps? 1 minute. On peut prendre une question, c'est une question. 4 minutes. Alors 4 questions. Donc c'est du passwordless, mais parfois on saisit quand même un code. Oui. Ce code-là, où est-ce qu'on l'a prédéfini en amont? Effectivement, c'est du passwordless, mais on peut saisir quand même un code. Alors quand on parle de mot de passe aujourd'hui, c'est un mot de passe qui est transmis sur le réseau, qui est stocké sous forme hachée du coup sur des serveurs. Et souvent, en fait, le problème qu'on voit aujourd'hui, c'est que ces serveurs se font poncer, se font hacker, clairement. Les hashes sont craqués et du coup, on obtient le mot de passe utilisateur. Donc, et c'est accentué aussi par le fait que l'utilisateur va réutiliser le même mot de passe sur plusieurs sites. Et il y a des sites qui sont moins protégés que d'autres. Donc forcément, une fois qu'on en a un quelque part, on peut le réutiliser ailleurs. Quand l'utilisateur met un mot de passe aujourd'hui sur son appareil, c'est un mot de passe qui a été défini lors de la configuration de l'appareil. Donc c'est mon mot de passe Windows pour déverrouiller mon Windows, mon mot de passe MacBook. C'est pas un mot de passe qui est transmis sur le réseau. C'est juste en local sur l'appareil. Et techniquement, si vous voulez plus de détails, vous venez au stand D44, je vous expliquerai tout. Techniquement, en fait, ça va garantir justement la signature d'un challenge basé sur la crypto asymétrique, la clé privée ayant été créée au moment de l'enrôlement par l'élément sécurisé de l'appareil. Donc Trusted Execution Environment, Secure Enclave, TP. Ça répond à la question? Est-ce qu'il y en a d'autres ou plus le temps? Est-ce que l'alias est temporaire? Pas forcément, en fait, c'est au choix. Normalement, l'alias, il est conçu pour être attaché à une entité dans le système de la BRED de Pôle emploi. Donc, il n'est pas prévu aujourd'hui qu'il soit temporaire, mais on offre les outils pour qu'il devienne temporaire si c'est souhaité. Voilà. Oui, un recruteur se fait voler son téléphone sur lequel il est authentifié par son code super confidentiel 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce qu'il fait?
Ah, j'attendais cette question. C'est la limite. Hein. À un moment donné, il faut être honnête avec nous-mêmes. On est une société de cybersécurité, mais on ne prétend pas pouvoir sécuriser à 100% tout le monde. Et on est honnête là-dessus. C'est une authentification à 2 facteurs. Un recruteur qui se fait voler son téléphone, on lui a volé un premier facteur, on lui a volé son code PIN, on lui a volé le deuxième facteur. C'est la fin. C'est le modèle de menace qui a été conçu comme ça. Donc on ne peut pas faire grand-chose de plus. Ce qu'on pourrait faire de plus, c'est que justement, c'est l'utilisation d'un... Alors, quand même, si un recruteur se fait voler son téléphone, il a les moyens de le signaler pour qu'il soit bloqué. Déjà, première chose. Deuxième chose, notre module de risque peut aussi apporter des éléments pour comprendre que le téléphone a été volé. Par exemple, s'il a été volé quand il était en déplacement, si le fraudeur va réaliser des actions qui peuvent être un peu différentes. Donc on va faire de l'analyse comportementale finalement. Donc ce sont des signaux qui pourront être détectés. Donc ça peut indiquer qu'il y a une problématique. Mais globalement, si on a les 2 facteurs. Est-ce qu'il y a une protection avec Face ID? Donc dans le scénario du coup de monsieur, le mot de passe c'était 1, 2, 3, 4 et il a été volé. Donc mais effectivement avec Face ID, je pense pas que ce serait possible. Ou alors ce serait vraiment une attaque très ciblée qui serait capable du coup de détourner les sécurités d'Apple. Pas d'autres questions? Non. Bon, je pense qu'on peut arrêter là du coup.